Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Charles Tisser. Ce soir, à Découverte, nous vous présentons un document fascinant sur le cerveau et ses capacités d'adaptation. Nous verrons comment le cerveau d'un violoniste s'est transformé avec le temps, permettant au jeune virtuose d'atteindre les sommets de son art. La basilique Saint-Pierre de Rome, avec sa coupole majestueuse. Le David héroïque, symbole de force et de jeunesse. Le plafond de la chapelle Sixtine, avec la création d'Adam. Ce que ces chefs-d'œuvre de la Renaissance ont en commun, c'est qu'ils ont été créés par le même artiste, ou plus précisément, par le cerveau de cet artiste, Michel-Ange. Ces réalisations illustrent brillamment ce que le cerveau humain peut accomplir lorsqu'il est à son meilleur. Notre cerveau ne cesse d'émerveiller les chercheurs. Il ne pèse que 1600 grammes, 3 livres. Et pourtant, ces milliards de neurones peuvent emmagasiner plus d'informations que celles contenues dans toutes les bibliothèques de la Terre. Et en plus, on sait maintenant qu'il change et qu'il évolue lorsqu'on fait l'apprentissage de tâches nouvelles. Et aucune tâche n'est plus exigeante que l'apprentissage d'une discipline artistique, et en particulier de la musique. Vinh Pham, 23 ans, parisien d'origine vietnamienne. Il s'est engagé dans la voie difficile de l'apprentissage de la musique. Vinh a commencé le violon à l'âge de 7 ans. Il travaille ici le concerto de Tchaïkovski avec Ivry Gitlis. Ça, c'était pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, voilà. Ça, ce sont les accidents nécessaires dans la vie. Avec ces accidents-là, on apprend quelque chose. C'est vrai. Ah oui? Bon, vas-y. Cette précision du jeu, cette maîtrise de l'instrument, il a bien fallu que Vinh les acquiert. On ne vient pas au monde avec un violon dans les mains. La plupart des gens meuvent leurs doigts au millimètre près, en un quart ou une demi-seconde. Un violoniste peut poser ses doigts sur les cordes à quelques dixièmes de millimètre près, jouer une note tous les dixièmes ou vingtièmes de seconde. Vinh a mis des années pour y parvenir, au cours desquelles il a bien fallu que son système nerveux se modifie. En parlant de musique, d'émotion, de rêve, comment oserons-nous évoquer un organe qui pèse 1500 grammes? C'est le cerveau de Vinh lui-même que nous voyons ici, au moyen d'une technique appelée image par résonance magnétique. La main droite de Vinh est mise en mouvement par des cellules nerveuses situées dans les corps cérébrales du côté gauche. Cet hémisphère-là est celui du langage, des concepts et de la logique. À l'inverse, les doigts de sa main gauche, qui se posent sur les cordes, sont commandés à partir de l'hémisphère droit, où prédomine la perception de la musique et l'imaginaire. La perfection du geste dépend de circuits innombrables qui impliquent le cerveau entier. Certains d'entre eux se trouvent au centre du cerveau, par exemple ceux qui coordonnent les mouvements volontaires. Chez un violoniste comme Vinh, de tels centres sont stimulés sans relâche pour acquérir plus de coordination et de souplesse. Ces qualités se détériorent dans certaines maladies, comme celle de Parkinson. Ces mêmes circuits, situés au centre du cerveau, détruits chez le malade, sont développés à l'extrême chez les danseurs, les acrobates, les virtuoses. Attends-toi.
ta, oui, mais alors, oui. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. On va juste reprendre un peu. Je veux dire, dans le sens, tu ne joues pas seulement avec un doigt, tu ne joues pas avec une main, tu ne joues pas avec... C'est l'ensemble, c'est tout. Alors, faisons une expérience. Je veux dire, tu verras que tu laisses tes épaules, le poids de tes épaules, le poids de tes bras, le poids du temps que ça prend de faire un mouvement. Oui. Ça doit pouvoir bouger. Après, ça doit pouvoir bouger. Puis ça va. Et puis ça doit être libre. Et le poids doit jouer avec. Parce que le poids te donne le temps. C'est comme le saut d'un animal qui prend son temps et qui connaît son poids et qui connaît sa possibilité et qui sent presque comme un radar là exactement où il va aller. Chez l'animal, la coordination des mouvements est parfaitement automatique. Chez l'homme, certains gestes ne deviennent automatiques et inconscients qu'après un long apprentissage. On a réussi à visualiser les circuits du mouvement volontaire grâce à une technique nouvelle, la scintigraphie en coupe. On injecte à un patient des éléments radioactifs à vie très courte. Avant de disparaître, ils s'accumulent dans les régions du cerveau qui travaillent le plus à un moment donné. Les signaux émis s'inscrivent sur l'écran d'un ordinateur et situent les différents relais d'un même circuit. Celui-ci indique l'emplacement des neurones qui commandent le mouvement de la main droite. En même temps, des signes d'activité proviennent des relais chargés d'améliorer la souplesse et la précision du geste. D'autres signaux proviennent d'un relais situé plus bas, le cervelet. Cet organe règle l'équilibre de l'ensemble du corps et assure l'harmonie des mouvements. L'apesanteur perturbe complètement le fonctionnement du cervelet. Celui-ci ne perçoit plus le poids du corps et n'assure plus l'équilibre. Lorsqu'un cosmonaute reste trop longtemps en apesanteur, le fonctionnement des circuits inutilisés du cervelet se détériore. À son retour sur Terre, il lui faut du temps pour rétablir les circuits hors d'usage. Sans le cervelet, Vin ne pourrait pas jouer correctement, car il ne trouverait pas son équilibre. Oui. Bon, essaie. Regarde. Pour enlever une certaine tension. Vin doit décontracter non seulement ses mains, ses bras, mais le corps entier, en s'exerçant à des jeux d'équilibre. Il construit ainsi l'indépendance de ses deux mains dans l'harmonie des mouvements. Ah oui, oui. Alors tu vois, voilà ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive là? Il arrive ça, c'est très intéressant tout ça. Ça veut dire quoi? Tu vois, regarde, tu joues avec tes mains, tu joues avec tes doigts, mais lorsqu'il s'agit vraiment de faire participer tout, ben, il y a des décalages. Et c'est ça le problème. Et quand tu vois que c'est difficile à un moment comme ça, c'est là que tu dois travailler. Alors il faut justement cet équilibre. Et cet équilibre, c'est un équilibre qui vient de la tête et qui se répand dans le corps et qui va et vice-versa. Capiche? Cette prise de vue, accélérée 500 fois sur des tissus nerveux, nous fait découvrir à quel point le cerveau est un système ouvert, souple, malléable. Ce fragment de circuit est en plein développement. Ici, à gauche, de haut en bas, une fibre nerveuse pousse sous nos yeux pour se connecter. Et cela, aucun système d'intelligence artificielle n'est encore capable de le faire. Comme ce robot pianiste japonais qui déchiffre et interprète les partitions. De telles machines sont un jour capables de performances inimaginables aujourd'hui. Mais elles ne se modifieront pas elles-mêmes avant longtemps. Et elles ne remplaceront jamais un Philippe Corre.
Pour devenir un violoniste professionnel, Vin doit acquérir la précision du peintre, la coordination de l'acrobate, l'équilibre du danseur. Pour ainsi dire, de mimer ça, encore une fois la même chose. De même endroit, si tu peux le rejouer. Mais sentir le mouvement, le temps que le mouvement prend aussi. Regarde-nous. Regarde. Comme nous. Vin apprend à jouer du violon sur des temps et des rythmes dont il doit ressentir la pulsation dans tout le corps. On comprend que la maîtrise d'un instrument puisse demander des années d'efforts. En tout cas, Vin s'entraîne depuis l'enfance. Il commence le violon à 7 ans. À cet âge, le cerveau est en plein développement. À 13 ans, il joue une sérénade de Mozart, son premier concert public à Bordeaux. Un travail quotidien, des milliers d'heures au cours desquelles le jeune violoniste va construire des circuits spécialisés qui vont s'affiner durant toute sa vie. Chez l'enfant et jusqu'à l'âge adulte, le câblage de base du cerveau, puis des circuits spécialisés, s'établissent progressivement. Or, les substances chimiques indispensables à cette construction ont été retrouvées chez l'adulte. Il est vrai que nous perdons des neurones sans arrêt, mais la complexité des circuits s'accroît pendant toute la vie. Ici, au centre de l'écran, la grande cellule pyramidale, celle qui, justement, commande le mouvement d'un muscle. En voici une autre. Chacun de ces neurones, qui se compte par milliards, est d'une immense complexité. Celui-ci, enfoui dans un réseau de circuits, est entouré de cellules auxiliaires qui les nourrissent et les réparent. Certaines cellules de maintenance se déplacent dans notre cerveau, tels ces macrophages infatigables, ici en blanc, très mobiles, qui nettoient les circuits en permanence. Ils viennent, entre autres, éliminer des neurones devenus inutiles ou moins performants, et ils renforcent ainsi l'efficacité des circuits. Grâce à de tels mécanismes et à d'autres, le cerveau s'adapte, il évolue. Selon les cas, il s'appauvrit ou s'enrichit. Il est aussi capable de se réparer, comme le montre la scintigraphie. Nous l'avons vu, la main droite de Vin est commandée par des neurones situés du côté gauche du cerveau, dans une région latérale de l'écorce. À cet endroit, une hémorragie cérébrale a provoqué chez un patient une paralysie de la main droite. Le front étant ici tourné vers le haut, la scintigraphie montre en effet une activité réduite du côté malade. En 3 semaines, grâce à la rééducation, il récupère l'usage de sa main. C'est assez rare, mais possible.
Les anciens circuits à gauche qui commandaient la main droite sont maintenant relayés du côté droit. De nouveaux circuits ont été établis. Jusqu'à présent, le système nerveux était considéré comme immuable. Aujourd'hui, on découvre par exemple que les nerfs qui commandent un muscle se développent avec l'exercice. À gauche de l'écran, un nerf est branché sur un faisceau de muscles. Ce nerf se ramifie. Une coloration spéciale a pu mettre ici en évidence la connexion du nerf avec le muscle en forme de plaque ovale. L'image est un peu floue, mais c'est la première fois au monde qu'un chercheur, sur un mammifère adulte, a pu montrer en lumière fluorescente un même branchement, celui d'un nerf avec un muscle se développant par l'exercice. Semaine après semaine, sur la même terminaison nerveuse, le nombre des connexions augmente. Il est donc évident que l'entraînement améliore les circuits moteurs. Pour jouer du violon en expert, tout un système de contrôle doit être mis en place. Vin doit écouter à la fois le piano, qui remplace l'orchestre, les interventions constantes d'Ivry et son propre jeu. À chaque instant, l'oreille contrôle en retour l'exécution du morceau. Ainsi, le résultat corrige l'action. On appelle cela une boucle de rétroaction. Dans l'oreille interne, à l'intérieur du limaçon, des rangées de cils captent les vibrations sonores et les transforment en influx nerveux distincts. Chaque fréquence ainsi codée est transférée séparément dans une région spécialisée située au-dessus de l'oreille. De là, les informations sonores sont répercutées dans différentes parties de l'écorce, qui les associe à d'autres perceptions et les analyse simultanément. Écoute, ça, c'est une machine... Un jugement critique s'effectue en permanence et c'est pourquoi Ivry invite Vin à s'enregistrer et à s'écouter pour mieux contrôler son jeu. Dis-moi, qu'est-ce que tu sens? C'est un peu nerveux, quoi. C'est un peu sale. Oui, mais nerveux, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu sens? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à remédier? J'ai des faux accents, des mauvais accents, je crois. Je suis pas tellement content. Je sais pas, montre-moi qu'est-ce que... Je sais pas, et puis... Je voudrais ça, en fait... je pense qu'il faut être un peu plus tranquille, quoi. Mais tranquille, c'est quoi? C'est un état d'esprit, c'est aussi un état de corps. Je veux dire, il y a des raisons physiques pour... Montre-moi. Regarde. Si, regarde. Mais lentement, je sais pas, quoi. Lentement, oui. Alors, regarde-moi. Oui, lentement. Dans le miroir, Vin prend conscience de son propre corps face à celui de son maître. Double miroir. Il y a une chose, par exemple, si tu fais ça, et là, ce n'est pas libre, alors ça ne pourra pas marcher. Parce que ça aussi, ça doit bouger. Si tu tiens ça comme ça, ici, là, ici, comme ça, alors ça tu ne pourras pas le faire. C'est presque comme un ballon, Les informations qui proviennent des articulations, de l'oreille, des yeux, aident un violoniste confirmé à corriger la position d'un doigt sur des quarts de ton. Spécialement ici, regarde. À une vitesse prodigieuse, de l'ordre du dixième de seconde, le cerveau intègre toutes les données qui proviennent des sens pour ajuster les meilleures positions du corps et des mains.
observe-le. De tels ajustements sont exercés au ralenti, comme le fait Ivry, qui les répète parfois pendant des heures. Mais il ne suffit pas de produire des sons justes et de les contrôler. Encore faut-il s'exprimer en musique, ce qui est un autre aspect de l'apprentissage. Bon, écoute, là, bon, dans une chose rapide, d'abord, c'est toujours très difficile de passer d'une chose lente, tout d'un coup, à une chose rapide. Ça, je sais pas, il y a tout un mécanisme dans la tête qu'il faut changer dans un sens. Mais dans une chose rapide, tu dois, c'est pas chaque note, tu ne peux pas penser à chaque note. C'est pas possible parce que tu deviens fou. Non? Alors, il faut penser à un groupe dans un sens. Où ça va? Regarde. Il faut assembler les notes comme des lettres, en syllabes, en mots, en phrases, produire un langage, bref, créer des circuits spécialisés. Tu dois sentir la direction de la chose. Regarde. Le début. Ça monte ici. C'est comme des escaliers comme ça, vers le si. Et c'est la musique qui le joue. C'est un dessin. Mais ce matin, tu dois le travailler dans la tête. Bien, on va le jouer une fois ensemble. Regarde. Regarde. Et il y a le crescendo, le diminué. Ça monte, ça descend, etc. Dans certains passages, Vine et Ivry jouent ici 12 notes à la seconde. Ils lisent ou se remémorent la partition une mesure auparavant. Ils anticipent le jeu d'au moins 700 millisecondes. Dans cet intervalle, à toute vitesse, une partie du cerveau élabore ce que l'autre partie va jouer l'instant d'après. Il construit un projet mental. Pour aider Vine à organiser son jeu, Ivry martèle le tempo, lui fait chanter intérieurement la mélodie, calculer les effets, programmer l'exécution au fur et à mesure. Voilà. C'est simple. Bon, c'est facile. J'ai rien du tout. Non, mais ça, c'était très bien, ça. En fait, de très nombreux réseaux se mettent en activité en même temps. Près des commandes du mouvement est stocké un répertoire de gestes préparés d'avance, gammes, arpèges, accords. Encore faut-il les ordonner. Au centre du cerveau, un système déclenche le plaisir. Un autre, qui lui est lié, enregistre et puise les informations dans la mémoire. Derrière le front se préparent les stratégies qui permettent de jouer. Par exemple, Vine s'exerce à établir des analogies entre certains passages du concerto et des images mentales. Je peux chorégrapher ça. Je peux faire une image de ça. J'aurais du mal, parce que c'est plutôt une image que je veux. Je veux pas mimer une armée. Mais justement, ferme tes yeux et imagine-toi que... Laisse-toi porter par l'image. Vas-y, ok, vas-y. Puis un mec un peu ivre. Ok, oh, ok, ben justement, alors joue-le comme ça. Voilà, un type, c'est exactement, tu viens de dire, mon professeur de l'enfance, qui était Karl Fleisch, m'a dit, ce passage-là, il voit une espèce de musique un peu. Ouais, regarde, parce qu'il y a la... Ils ont vu et l'orchestre... Un peu tard. C'est ça un peu. Ok, bon, alors, vas-y. Chacun de nous est capable d'imagination. Mais Vine, lui, doit apprendre à imaginer des scènes pour construire son jeu.
OK. À chaque instant, le cerveau prépare l'exécution du morceau. Des signaux indiquent une activité intense provenant de la région du front où le cerveau calcule, anticipe et programme à l'avance nos actions. La réussite facilite l'enregistrement de l'expérience dans la mémoire, comme cela se passe dans le jeu d'échecs, par exemple. Le champion Kasparov joue ici 20 parties d'échecs simultanées, ceci à une vitesse prodigieuse. Même chez un surdoué, cette performance est le fruit de l'apprentissage. Kasparov joue également contre un ordinateur. Jusqu'à présent, il gagne toutes les parties. À Ivry-Gitlis, il offre quelques chances. La partie se terminera par un match nul. Contrairement à l'ordinateur, le cerveau humain analyse globalement, anticipe les coups, évalue plusieurs stratégies simultanément, sans aller jusqu'au bout de ses calculs. Il utilise l'intuition, et ce qu'aucune machine ne fait, il y prend plaisir. Sorry. Vous savez, il y a une histoire comme ça, on raconte à propos un des plus grands violonistes de tous les temps, qui après un concert, Jascha Heifetz, après un concert, quelqu'un vient lui dire « Votre violon, mais il est magnifique, votre violon, votre violon ». Il met son violon contre l'oreille et dit « Je n'entends rien ». Pas d'image. Voilà, c'est l'homme. Comme tu le sentais, pour que moi, je puisse comprendre. Moi qui ne connais rien à la musique, je dois comprendre. Plutôt que de répéter sans cesse mécaniquement le même morceau, Wien jouera d'autant mieux qu'il saura le préparer mentalement. Bon, mais si tu le chantais, par exemple, tu vois, tu le chantais, il faudra que tu respires. Et ça, tu dois phraser. En phrasant, ça t'aide à le jouer. Essaie de le faire encore une fois. Donne-toi le temps. Dans l'écorce frontale, comme dans d'autres régions du cerveau, l'apprentissage établit de nouveaux circuits. Or, la croissance des fibres nerveuses n'explique sans doute pas tout. Un élément de la réponse se trouve peut-être dans l'extrême complexité du cerveau. La coloration des réseaux n'en montre ici qu'une infime partie. Pourtant, un seul neurone, et il en existe 100 milliards dans le cerveau, porte jusqu'à 100 000 branchements avec les autres, des milliards de circuits disponibles. L'apprentissage les sélectionne, les met en service, les renforce. Comment est-ce possible? Grâce à une transmission chimique de l'information, comme nous le voyons sur cette coupe d'un neurone avec ses connexions. On y voit deux fibres nerveuses, parmi d'autres, coupées perpendiculairement à leur axe. L'une, à gauche, freine. L'autre, à droite, excite. En jaune, on aperçoit des réservoirs de messagers chimiques qui transmettent l'information. Une autre coupe d'une fibre nerveuse révèle ici 5 connexions chimiques, comme il n'en existe encore dans aucun ordinateur. Ceux-là sont souples parce qu'ils sont chimiques. Les messages peuvent être à tout moment modifiés, modulés, avec les nuances les plus subtiles. Voilà la grande différence. Les ordinateurs, à ce jour, répondent par oui ou par non. Le cerveau, lui, travaille dans l'à peu près, le presque rien, le je ne sais quoi. Le moindre neurone peut intégrer et modifier les données les plus diverses. Nos états physiques, nos fantasmes, nos émotions interviennent sans cesse et influencent la façon de jouer du musicien.
Il n'y a guère d'apprentissage sans la relation maître-élève, gourou-disciple, avec tout ce que cela implique de stimulation, d'agacement, d'affection. Bon, c'est parfait, c'est bien. Ça va, ça. En plus, Vin doit compter avec la fatigue, l'humeur. L'humeur du violoniste, ses passions. Bien sûr, notre cerveau, câblé, possède des circuits électriques et chimiques précis. Mais ce même cerveau est une éponge imprégnée de sang. Il bat, il pulse au rythme du pouls. Le sang transporte des messagers chimiques qui parviennent jusqu'aux neurones et agissent sur eux. Mais voici plus étonnant. Un autre fluide, le liquide céphalo-rachidien, circule jusqu'en plein centre du cerveau. Ce fleuve intérieur, mis en mouvement par des millions de cils, transporte lui aussi des hormones et de nombreux messagers chimiques. Pour les médecins de l'Antiquité, notre tempérament dépend de divers fluides qu'ils appelaient des humeurs. Il est vrai que des signaux chimiques transportés à distance contribuent à modifier le cours de nos actions. Et voici plus. C'est une découverte récente. Certains câblages possèdent des sortes de réservoirs à substances qui disséminent leurs messages chimiques sur de vastes réseaux. On pense que ces circuits diffus règlent le sommeil, la vigilance, l'humeur, la haine et l'amour. À côté des circuits électriques rigides, des circuits humides. Nous avons aussi des circuits flottants. Ainsi, le cerveau fonctionne globalement, tout le temps, partout en même temps. C'est pas la dernière minute. Il doit être là, dit-on. La musique met le cerveau dans un état particulier d'extase, une harmonie interne encore inexplicable. Du sang, je continue, du sang, le sang, ce public-là, il est nous sommes Le cerveau n'est pas seulement un organe à communiquer. Il crée l'émotion et le plaisir. Il les fait partager. Pour cela, il est capable d'efforts considérables qui vont le modifier lui-même. Cette faculté du cerveau, nous n'en donnons ici qu'un faible aperçu. Au-delà des circuits et des molécules, le plaisir de la musique. C'est ça. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Tu sois toi-même. Tu sens, le sang. Le public, c'est nous. Nous sommes le public. La musique, c'est nous tous. Voilà. Très bien. Très bien. Vin achève un récital par Tzigane de Ravel. Après tant d'années de travail, il commence enfin sa carrière de concertiste. Il est à la fois l'interprète et son message. Il n'est plus que musique.